Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci de nous accueillir chez vous en ce jeudi 23 juin. Merci d'être avec nous pour notre édition de la mi-journée. Depuis l'émergence du Zika en Guadeloupe, plus d'une centaine de femmes enceintes ont eu une confirmation biologique d'une infection au virus. Rien que pour la semaine dernière, 20 nouveaux cas ont été identifiés. En raison des complications possibles, ces femmes enceintes bénéficient d'un suivi régulier au cours de leur grossesse. Comment s'organise ce suivi mensuel? Reportage-réponse avec Cécile Allègre. Les femmes enceintes bénéficient d'un suivi particulièrement régulier au CHU de Pointe-à-Pitre. Au service de gynécologie et d'obstétrique, on a augmenté les examens durant la grossesse. On a recensé 110 cas et donc les patientes sont suivies, les patientes donc Zika+, sont suivies en échographie tous les mois. Et pour les femmes qui ne sont pas Zika+, elles ont aussi une surveillance un peu plus poussée que d'habitude, puisqu'on a rajouté 2 échographies, puisque les échos normalement sont faites à 12 semaines, vers 22 semaines et vers 32 semaines. Et on a pris le parti de rajouter une écho à 28 semaines et une à 36 semaines. Pour favoriser et permettre aux femmes de réaliser leurs examens dans les temps, les équipes de l'ARS ont renforcé les moyens techniques et humains. On a équipé en échographes supplémentaires les 2 hôpitaux, CHU et CHBT, et on essaye de renforcer aussi les équipes d'échographistes pour pouvoir suivre au plus près les mamans pendant toute la grossesse. Alors, si tout va bien, il y aura ce suivi-là pendant la grossesse, mais il y aura aussi un suivi après la grossesse du bébé pendant au moins à peu près 2 ans, de façon à être sûr que son évolution se passe bien, malgré le fait qu'il ait pu être exposé au Zika pendant la grossesse de sa mère. Malgré les cas de microcéphalie repérés chez les bébés de mères atteintes du Zika, l'ambiance n'est pas à la panique. Je trouve que non, je ne les trouve pas plus angoissées que ça. Après, ça dépend évidemment de chaque patiente, mais non, dans l'ensemble, je trouve qu'elles sont assez sereines. Alors que l'épidémie est en cours, le nombre de femmes enceintes est resté stable. Si certaines se sont posé la question de rentrer en métropole pour éviter les risques, cela ne semble concerner qu'une partie infime des patientes. Des riverains de la déchetterie de Desvarieux à Saint-François se disent victimes de nuisances liées à l'entreposage des déchets ménagers sur le site. Au quotidien, ils doivent faire face avec les va-et-vient des camions poubelles qui assurent le transfert de ces déchets vers la plateforme de la Gabarre. Ils se sont réunis en comité de défense de l'environnement et attendent des réponses des autorités. Reportage Muriel Barlagne. La décharge de Saint-François est officiellement fermée depuis décembre 2010. Mais son site abrite une déchetterie et surtout ce quai de transfert qui pose problème. Des ordures ménagères y sont déversées momentanément avant d'être acheminées vers le site de la Gabarre. Des manipulations qui se font à toute heure de la journée et qui créent des nuisances. Le camion d'ordures ménagères vient déverser à n'importe quelle heure ses chargements, à l'heure des repas, à l'heure de petit déjeuner le matin. On ne peut pas prendre notre petit déjeuner sans l'odeur. On aurait dit même qu'il nous amène le petit déjeuner le matin, voilà, manger à la poubelle. On mange à midi à la poubelle et on mange le soir à partir de 5h de l'après-midi, 7h du soir jusqu'à 9h du soir. Et là, au lieu de commencer à 9h du soir ou 10h du soir, eh bien, il commence à 7h, 8h, l'heure des repas. Les Karan Singh habitent une maison qui, selon eux, est située à seulement 30 mètres de l'installation. Pour eux, la déchetterie a été construite trop près des habitations. Ils ont créé un comité de défense de l'environnement de Desvarieux où ils se trouvent. Leurs courriers adressés aux autorités sont restés sans réponse. Moi, je dis, une déchetterie, c'est une bonne chose. Je n'ai jamais contesté la déchetterie. C'est une bonne chose, sauf que la déchetterie, ce n'était pas son emplacement là, au bordure de la nationale, à 30 mètres des maisons des riverains. C'est inadmissible, c'est du fait exprès. Eddy Poinin habite un peu plus loin. Il ne fait pas partie du comité de défense qui s'est créé, mais lui aussi se dit victime de nuisances. De 3h du matin à 5h du matin et 6h, voire 6h du matin, il y a des odeurs qui arrivent jusqu'à chez nous. Mais il faut reconnaître aussi
c'est pas pire qu'avant. Avant, on avait une décharge à ciel ouvert où on jetait toutes sortes d'ordures, de bêtes mortes, et c'était une décharge. Mais aujourd'hui, on a des odeurs que lors de transfert, des ordures dans les camions pour aller vers la Gaba. Alors, vers qui se tourner pour obtenir des réponses? Si la mairie de Saint-François est propriétaire du terrain, le fameux quai de transfert qui pose problème relèverait de la compétence du CIVAD. Quant à la déchetterie, depuis février 2016, elle a été transférée à la communauté de communes La Riviera du Levant. La décharge, elle, est en cours de réhabilitation et le démontage du quai de transfert sous peu ferait partie du projet. Il y a de l'eau dans le gaz à Capesterre. Le mouvement de grève déclenché à l'appel de l'UTC-UJTG s'éternise et les discussions s'enlisent entre le maire et les représentants des agents en grève. Une situation qui, bien évidemment, pénalise une partie des administrés de la commune. Reportage Yoann Charpentier-Titi. Depuis le 16 juin, Joël Beaugendre a rompu les négociations avec le personnel gréviste de la commune de Capesterre-Belle-Eau. Malgré la présence d'un médiateur, le contexte reste tendu plus de 50 jours après le début de la mobilisation. Un mouvement qui n'est pas sans conséquences pour la population. C'est pour l'inscription de mon fils parce que comme il doit entrer en CP, et ça gêne avec cette histoire de machin, il fallait l'inscrire. Heureusement, le directeur a pu récupérer les papiers, mais là, quand même, ça a causé quand même des ennuis à la population quand même. Alors il faut que ça s'arrête. On ne peut pas continuer comme ça. Une grève qui dure des semaines, ça impacte forcément la population. Il y a des arbres qui poussent partout, l'état civil n'est pas ouvert, forcément ça impacte. J'ai vu des gens qui devaient avoir accès à l'état civil pour des reconnaissances ou des actes de décès, qui n'ont pas la possibilité de le faire. Et ça, c'est vraiment dommage. Concernant l'état civil, l'UTC-UJTG assure tout de même que tout est fait pour soulager les citoyens. Depuis le mercredi 1er juin 2016, les services à la mairie ouverts, nous avons fait décès, nous avons remettre l'ensemble des gens qui ont des pièces d'identité et passeport à eux, parce que le papier là, nous avons jeunes des cas sortis, ils ont admiré pièces d'identité parce que c'est ça qu'il faut pour ça permettre il y a l'examen et la population effectivement car nous compte que nous soulager petit à petit des difficultés qu'il y a. Avant de pointer du doigt les conditions de travail des agents du service technique. Il était bon que les gens aient visité, aient vu effectivement là où nous travaillons dans le service technique. Ou là, il y a un paquet de cimetières à voiture, ou non un bâtiment qui est délabré, ou pas un pont vestiaire, pont rien, qui permettre à ce que effectivement que nous comprenions dans quel cadre que nous y a dans la commune là. TGVT, concerts, tours cyclistes, plusieurs manifestations d'envergure sont prévues sur le territoire de la commune dans les semaines à venir. Un accord entre le maire et les grévistes devra nécessairement être conclu pour permettre leur bonne tenue. La proposition du gouvernement que l'État reprenne à sa charge le versement du revenu de solidarité active a été rejetée par l'Association des départements de France. Une décision que regrette Josette Borel-Lincertin, la présidente du conseil départemental de Guadeloupe. En effet, les dépenses engagées par les collectivités pour le RSA ne sont pas entièrement couvertes par l'État. Et pour la Guadeloupe, le reste à charge du conseil départemental serait de 60 millions pour 2015 et pourrait atteindre 70 millions pour cette année 2016. Josette Borel-Lincertin souhaite la mise en place d'un fonds de compensation pérenne pour corriger les iniquités qui existent et venir en aide aux départements dont le reste à charge est le plus élevé. Sachez que les dépenses liées au RSA représentent un tiers des dépenses totales du conseil départemental de Guadeloupe et près de 40% de ses dépenses de fonctionnement. En Guadeloupe, ce sont près de 260 millions d'euros qui sont inscrits au budget 2016 pour plus de 50 000 bénéficiaires de ce revenu de solidarité.
C'est ce matin que les collégiens de Guadeloupe ont débuté les épreuves du diplôme national du brevet, autrefois appelé brevet des collèges. Cette année, 7099 candidats sont inscrits à ces épreuves, 6495 pour la série générale et 604 en série professionnelle. Après les épreuves de mathématiques, ce matin, place à l'histoire et géographie et à l'éducation civique cet après-midi. Demain, les élèves de 3e plancheront sur les épreuves de français. En 2015, 7105 candidats étaient inscrits et au final, 85% d'entre eux ont réussi à cet examen. Il y a maintenant 54 ans, un Boeing 747 de la compagnie Air France se crashait dans les hauteurs de Déhay. Un accident tragique qui fera 113 morts ce 22 juin 1962. Parmi les passagers de ce vol commercial Paris-Caracas, le député guyanais Justin Cataillé et l'écrivain guadeloupéen Albert Béville, plus connu sous le nom de Paul Niger. Comme chaque 22 juin, une cérémonie hommage était organisée sur le site. Reportage Cécile Allègre. C'est entre émotion et retrouvailles qu'une cinquantaine de personnes s'est recueillie sur le lieu du crash du Boeing 707. Famille, amis ou bien simple curieux, chacun a pris le temps pour rendre un hommage. Il y a souvent des rencontres qui se font le 22 juin où on vient se recueillir sur ce lieu qui est quand même chargé d'histoire à l'accident. Et ce qui permet à tout un chacun d'avoir une pensée pour ceux qui sont partis. Les revendications autonomistes de Justin Cataillé et Albert Béville restent présentes dans les pensées. La fille du bâtonnier Félix Rode tient à ce que chacun s'en souvienne. C'est un pèlerinage de la conscience collective guadeloupéenne, afin qu'elle n'oublie pas les hommes politiques qui étaient Cataillé et Béville et qui militaient pour l'autogestion de leurs pays respectifs, Guadeloupe, Guyane. Il est aussi très important de le faire savoir au plus grand nombre parce que les jeunes générations doivent connaître aussi un pan de leur histoire. Sans réelle animosité, les familles souhaitent aujourd'hui que la lumière soit faite sur ce tragique événement. J'ai un cousin d'ailleurs qui s'appelle Fred Le Breton qui est en train de faire des recherches pour voir un petit peu si jamais c'est un accident vraiment, véritablement, ou si jamais c'est plus qu'un accident qui est arrivé à l'avion cette année-là. Cet hommage sur les lieux du crash s'est déroulé en toute simplicité, en présence de nombreuses personnalités politiques. Mais les causes du crash restent encore bien mystérieuses. En effet, malgré toutes ces années, le mystère demeure sur les causes exactes de ce crash, simple accident ou attentat visant l'une des personnalités présentes dans l'avion. La question reste posée et une exposition est consacrée aux derniers instants de ce vol. Reportage. À Déhay, une exposition retrace le déroulé des événements qui ont causé le crash du Boeing 707 le 22 juin 1962. Celle-ci permet de connaître les derniers échanges entre le pilote et la tour de contrôle. On y apprend également que Justin Cataillé aurait reçu une lettre d'avertissement avant de prendre l'avion. Il était aux côtés d'Albert Béville lors du crash. Ces deux personnalités étaient connues pour leur position indépendantiste. Même après toutes ces années, nous vivons encore cet événement avec quand même une grande tristesse. Et nous ne voulons pas que cet événement tombe dans l'oubli. Et c'est la raison pour laquelle chaque année, nous commémorons. Une volonté sans faille agite le maire de Déhay qui souhaite rendre hommage aux personnes décédées. Les différents témoignages au sujet de l'accident la poussent à vouloir comprendre. Les raisons du crash restent pourtant floues. Attentat ou accident, rien n'est encore prouvé. Aujourd'hui, il y a la mission STORA, mise en place par le ministère de l'Outre-mer pour essayer de faire la lumière sur cette affaire. Bon, nous avons essayé de solliciter un ou deux membres de cette mission, mais tant qu'ils n'ont pas terminé la mission qui va se terminer au mois de septembre, nous ne pourrons pas avoir d'éléments. Chez les habitants, si chacun est d'accord pour dire que cette histoire a marqué la commune, la jeune génération semble moins concernée. C'est très important, c'est très très important. Ah, mais vous savez, c'est des familles et des amis. Toujours à penser à lui. Oui, je connais, mais je ne connais pas de quelles circonstances ça s'est passé. Il faut se soucier quand même un peu de l'histoire de la ville. Merci. Les commémorations ont marqué cette journée, mais les experts ont encore du pain sur la planche pour comprendre les raisons du plus gros crash que la Guadeloupe ait connu.
Place maintenant à notre tour d'horizon de l'actualité dans la grande région. Au Chili, les autorités s'attaquent à la question du surpoids chez les enfants. Une loi a été promulguée interdisant la vente de certains produits jugés dangereux pour la santé. Mais intéressons-nous pour commencer à la question du Zika. C'est votre rendez-vous Caraïbes. Une société pharmaceutique des États-Unis et un développeur international de vaccins ont donné leur feu vert pour commencer la première phase d'essai sur des humains d'un vaccin contre le Zika. Dans ces essais précliniques, le vaccin synthétique appelé le GLS 5700 a été développé par Inovio Pharmaceutical et Gen One Life Science. Il sera testé dans les prochaines semaines sur 40 sujets en bonne santé pour évaluer son innocuité, sa tolérance et sa capacité immunitaire. Les résultats devraient être connus pour la fin de l'année 2016. Les deux laboratoires travaillent étroitement avec les universitaires des États-Unis et du Canada, avec lesquels ils ont déjà collaboré pour faire avancer la recherche sur des vaccins, notamment celui contre Ebola. Les représentants du Bureau d'enquête sur les accidents et le département de l'aviation civile ouvrent une enquête sur un accident d'avion qui s'est produit sur l'île de South Bimini, dans l'archipel des Bahamas. Le bimoteur, qui opérait sur l'aéroport de Bimini, s'est écrasé peu après son décollage, juste à côté de la piste, causant la mort des deux passagers à bord. Aucune information n'a été délivrée pour l'heure, ni sur l'identité des deux victimes, ni sur les causes de l'accident. Le département de l'aviation civile attend des informations supplémentaires qui seront délivrées par l'enquête en cours. Inquiètes des problèmes de surpoids de leurs habitants, les autorités chiliennes ont promulgué une loi interdisant le Kinder Surprise. Le Chili est l'un des premiers pays consommateurs au monde de boissons sucrées, de glaces et de pain. Ces 10 dernières années, le diabète y a explosé avec 80% de cas supplémentaires et aujourd'hui plus de 60% des Chiliens, un tiers des enfants de moins de 6 ans sont en surpoids. Cette loi aura mis 5 ans à être approuvée et 4 années à être promulguée pour ainsi laisser le temps à l'industrie agroalimentaire qui a fait un intense lobbying de s'adapter. Elle promet de révolutionner les étiquettes des produits vendus dans les magasins qui montreront du doigt les aliments riches en graisses saturées, sucre, sodium et calories. Son objectif est avant tout de protéger les enfants en interdisant la vente dans les écoles, les aliments considérés comme mauvais pour la santé. Et ces derniers n'auront plus le droit d'être accompagnés d'un jouet. Les autres aliments jugés nocifs au Chili devront eux s'adapter. 8000 devront changer leur emballage. Leur publicité sera bannie des programmes pour enfants et les fabricants devront enlever des emballages, tout élément destiné à attirer leur attention comme des dessins ou des autocollants. Dans la deuxième demi-finale de la Copa América qui s'est jouée hier soir entre la Colombie et le Chili, ce sont les Chiliens qui l'ont emporté par 2-0. Ils seront donc en finale face aux Argentins dimanche. Le match pour la 3e place opposera demain samedi la Colombie aux États-Unis qui accueille cette compétition. Au terme de la dernière journée de poule de l'UEFA Euro 2016, les joueurs de la sélection de Belgique ont sorti les Vikings suédois. Avec cette victoire, les Diables Rouges ont donc précipité la mise à la retraite internationale de Zlatan Ibrahimovic. L'attaquant suédois avait en effet annoncé qu'il cesserait de jouer sous les couleurs de la Suède pour cet Euro. Et pour suivre l'exploit d'Eden Hazard et de ses coéquipiers, les supporters belges présents en Guadeloupe s'étaient réunis dans un bar de la Marina de Pointe-à-Pitre. Reportage. Ils sont environ 500 en Guadeloupe. Les Belges représentent l'une des 3 communautés étrangères les plus présentes sur l'île. Alors, pour le 3e match des Diables Rouges dans cet Euro, ils ont fait ce qu'ils ont pu pour mettre l'ambiance. Donc on est qualifié pour le 8e. Donc ce qui est bien, c'est qu'on ne va pas tomber contre la France. Donc là, la voie est royale. Et moi, je te le dis, on va aller en finale. Moi, je te le dis, sûr et certain. Come on, Belgium! Ça nous remet, on est tous là, on passe un bon moment et puis ça fait penser à la famille et c'est chaud. On adore l'ambiance, mais je préfère être en Belgique là en ce moment pour le match. L'ambiance est meilleure qu'ici. Dans le public, certains supporters belges sont installés en Guadeloupe depuis plus ou moins longtemps. J'habite en Guadeloupe depuis une dizaine d'années. J'ai atterri ici parce que je suis une marin à la base.
sur l'eau, donc voilà, et puis je suis restée. Et je viens de Malmedy en Belgique. J'habite ici depuis un an. Enfin, c'est super chaleureux, les gens sont chouettes, il y a beaucoup moins de stress et il y a du soleil. Et puis il y a ceux qui sont en vacances et qui n'ont pas hésité à troquer le maillot de bain pour le maillot de foot. Voilà, donc ça c'était le seul point négatif en fait, parce que les vacances ok, mais la Belgique d'abord. Plutôt que d'aller à la plage, vous êtes quand même venu voir ce match à la Belgique. Oui, tout à fait. Il n'y a pas de bière à la plage. Et avec la qualification acquise lors de ce 3e match, la communauté belge de Guadeloupe pourra continuer à vibrer au rythme des dribbles d'Eden Hazard. On pourra continuer à suivre les matchs ici, et il faut dire que l'ambiance est super bonne, le pays est super trop top quoi. C'est vraiment le paradis sur terre, la Guadeloupe. Rendez-vous en 8e de finale donc, avec un œil attentif sur les Diables Rouges. Un point sur la météo pour clore notre journal. Quelques nuages sont annoncés, mais c'est du beau temps dans l'ensemble prévu pour cet après-midi. Le temps pourrait par contre se dégrader dans la soirée, mais nous y reviendrons plus tard. Côté qualité de l'air, nous restons ouverts avec un indice Atmo de 3 pour une bonne qualité de l'air en Guadeloupe. Je vous souhaite bon appétit, passez une bonne journée sur Alizé Guadeloupe. On se donne rendez-vous ce soir 19h pour un nouveau point sur l'actualité locale et régionale.